Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux sur les dernières infos, sur les dernières actus depuis que Israël a bombardé l'Iran, je le disais, dans la nuit de jeudi à vendredi? Oui, alors bon, ça commence effectivement, maintenant c'est le quatrième jour de cette nouvelle guerre, nouveau front déclenché par Benyamin Netanyahou. Bon, je tiens à préciser d'abord que je ne suis pas spécialiste expert du sujet, mais évidemment, au service inter, on y travaille tous collectivement. Notre spécialiste du Moyen-Orient, Pierre Barbancé, est actuellement à New York, où il devait couvrir la fameuse conférence onusienne sur la reconnaissance de l'État de Palestine. On y viendra un petit peu plus tard, mais voilà. Alors, pour l'heure, effectivement, d'abord, les choses du bilan humain. Les derniers chiffres que je voyais, on en serait environ à 224 morts côté iranien et environ une vingtaine côté israélien. Il fallait s'attendre évidemment à ce que l'Iran réplique, et même s'il est relativement affaibli, on va y venir aussi. Alors ensuite, on va venir aux causes sans doute et à des voilà. Alors, juste pour encore un petit point factuel, au début, ce sont donc des installations militaires et notamment liées au programme nucléaire iranien qui ont été visées. Avec des résultats assez médiocres d'ailleurs, on va sans doute le préciser. Mais là, il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est que depuis ce matin, les bombardements ne concernent pas seulement les sites militaires, mais aussi on va dire des bâtiments institutionnels du genre commissariat, ministère. Il y aurait un hôpital qui aurait été touché cet après-midi. Enfin, cet après-midi, heure française, sans qu'on sache encore s'il était visé ou parce qu'il était installé à côté d'une installation militaire qui, elle, était visée, mais en tout cas, une partie de l'hôpital a été endommagée, selon l'agence de presse iranienne. Donc ça aussi, c'est à surveiller, et ça montre que peut-être que le premier objectif affiché par Netanyahou, qui était celui de dire d'empêcher toute progression de ce fameux programme nucléaire iranien, n'est peut-être pas l'objectif officiel, et que le vrai objectif, c'est sans doute de déstabiliser le régime. On va y venir là aussi. Justement, tu commences à l'évoquer, voilà pour le point un peu factuel des derniers événements. Mais la grande question qui pourra permettre de développer plein de pistes, c'est pourquoi Israël bombarde l'Iran, et surtout pourquoi maintenant. Tu le disais, ce sont essentiellement des sites militaires, notamment des sites nucléaires qui ont été visés. Est-ce que tu peux nous faire un petit point? Alors, on va pas faire un cours d'histoire sur le Moyen-Orient, mais en quelques phrases, quelles sont les causes qui ont conduit Israël a bombardé l'Iran, et pourquoi maintenant? Alors, en fait, on s'aperçoit que Benyamin Netanyahou avait une fenêtre très étroite pour mener à bien ce plan. Alors, qui remonte déjà à effectivement, on va pas tout faire l'historique, mais attaquer l'Iran est un objectif de Netanyahou qu'il a réaffirmé à plusieurs reprises depuis au moins 2018, la dernière fois encore en date. On sait que il le considère comme l'ennemi juré de l'État d'Israël, ce qui est vrai et pas vrai, mais bon, c'est plus compliqué. Et puis, juste ce plan-là, en tout cas cette attaque-là, ça a été révélé par la presse israélienne, a été mis sur pied et planifié depuis 8 mois. Donc, c'est quelque chose qui est prévu de longue date. Il s'inscrit déjà dans l'affaiblissement du régime iranien avec ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire en gros les alliés dans les pays alentours. Donc il y avait le Hezbollah qui a déjà été attaqué, le régime de Bachar al-Assad dont Israël a soutenu la chute. Bien sûr que c'était une bonne chose qui chute, mais en tout cas on sait qu'aujourd'hui Israël est très actif, y compris en bombardant plusieurs factions en Syrie. Voilà, donc ça c'est déjà un plan qui était prévu de longue date et qui s'inscrit dans une stratégie plus longue. Pourquoi maintenant, là précisément, ce vendredi matin? Plusieurs choses. Benyamin Netanyahou était relativement affaibli sur le plan international, puisqu'il ne comptait, après, avec le génocide à Gaza, plus que sur le seul allié états-unien. Il commençait à y avoir un réveil relatif de l'Union européenne, mais en tout cas un réel réveil, puisqu'il y avait eu notamment des sanctions prises par le Royaume-Uni, quand je dis l'Union européenne, l'Europe plutôt, prises par le Royaume-Uni contre les deux ministres suprémacistes juifs, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir.
Et ensuite, il y avait eu évidemment la grande affaire qui inquiétait au plus haut point le gouvernement israélien. C'est cette fameuse conférence à l'ONU prévue qui devait s'ouvrir le 17, donc demain, après-demain. Qui devait durer 3 jours à l'ONU, conjointement organisée par la France et l'Arabie Saoudite sur la reconnaissance. Enfin, alors, c'était sur une solution à 2 États, mais qui devait aboutir sur la reconnaissance par la France, notamment, mais pas que, de l'État de Palestine. Ça aurait été un bouleversement géopolitique majeur. Il faut espérer qu'il n'est pas remis au calendrier grec, mais qu'il pourra revenir sur bientôt à l'ONU, ce qui est loin d'être sûr. Mais évidemment que Pierre Barbancel l'a mis dans son papier ce matin. Beaucoup de diplomates s'attendaient à un coup fourré d'Israël pour empêcher coûte que coûte la tenue de cette conférence à l'ONU. La France, malgré sa position plus que discutable, a quand même a toujours un poids géopolitique très important, ne serait-ce que par son poids au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, plusieurs questions qui me viennent. D'abord, donc tu disais, ces attaques ont été préparées, envisagées il y a 8 mois. Mais elles interviennent là, tu le disais, juste avant que cette conférence de l'ONU s'ouvre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a fait un stream, une vidéo avec Rosa Moussaoui sur la reconnaissance de l'État palestinien, sur est-ce que Macron était vraiment prêt à reconnaître l'État de Palestine ou pas. Donc voilà, on va pas entrer dans ce sujet-là parce que c'est encore extrêmement vaste, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir tout ça en replay. Un dernier point, pardon, oui, vas-y, j'ai oublié. En fait, depuis 2 mois, il y avait des négociations entre Washington et Téhéran, justement sur l'application, ce qu'on appelle les fameuses garanties TNP, donc sur le programme nucléaire iranien, quoi, en gros. D'ailleurs, elles étaient un peu à la surprise générale que Trump avait lancé ces négociations. On voit que ces négociations, en fait, étaient une couverture et ont permis de faire diversion. Et même le Washington Post l'écrit dans son édition de ce week-end, d'hier ou de dimanche, je sais plus, de dimanche ou le samedi, pardon, précisément sur le fait que ces pseudo-négociations ont permis une couverture au plan préparé par Israël. Et il est évident que Trump était au courant, d'ailleurs, il l'a dit. Pour résumer, est-ce qu'on peut dire que ces bombardements, cette attaque de l'Iran, c'était aussi une manière pour Benjamin Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite de faire détourner le regard des institutions internationales, de la société civile internationale, de faire détourner le regard de Gaza au moment où, tu le disais, enfin, la communauté internationale commence à agir un petit peu contre le génocide à Gaza. Est-ce que c'était une manière aussi de détourner le regard, d'allumer un feu un peu plus loin pour qu'on regarde ailleurs? Pour allumer un feu, c'est vraiment le cas de le dire. Ouais. Oui. Je ne sais pas si détourner le regard est le bon terme. En tout cas, c'est sûr qu'il fallait qu'il reprenne la main parce qu'il était plus isolé et affaibli diplomatiquement. Donc je pense que peut-être reprendre la main, ou en tout cas forcer d'ailleurs ses alliés à se positionner, et ça a très bien réussi, puisqu'on voit d'ailleurs la réaction de Macron, de la France et de bien d'autres pays qui ont tout de suite affiché un soutien inconditionnel à Israël. Ouais, justement, je voyais quelqu'un dans le chat un peu plus tôt demander pourquoi Macron et pourquoi la France soutenaient Israël. Et effectivement, est-ce que d'abord, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, est-ce que tu peux nous rappeler quelle a été la réaction d'Emmanuel Macron en France, mais globalement de l'Europe, après ces attaques, après ces bombardements? Il y a eu un long message posté sur X, en forme de communiqué un petit peu, qui est assez hallucinant, qui dit oui, on appelle à la retenue, la désescalade, mais on soutient sans réserve le droit d'Israël à se défendre. Donc c'est le terme qui est employé. On revient toujours au même terme qui avait été employé déjà depuis les attaques du 7 octobre. Sauf qu'il y a une différence majeure. À la limite, on peut dire que dans les attaques du 7 octobre, il y avait effectivement une attaque contre Israël et sa population. Là, ce n'est absolument pas le cas. Donc il y a une différence majeure, y compris en termes de droit. Oui, parce que si je reprends un peu le fil, dans le droit Israël à se défendre, c'est parce qu'Israël considère, tu le disais, que l'Iran est son ennemi juré et qu'il y a une menace existentielle de par le programme nucléaire. Bien sûr, mais ils peuvent considérer ce qu'ils veulent. Sinon, on considère que n'importe qui est notre ennemi juré et qu'on se dit préventivement, on va les attaquer. Je rappelle que d'ailleurs, ça fait partie... le droit de se défendre n'existe pas
en droit international, en tout cas pas dans une action préventive comme ça. Je rappelle qu'en 2011, lors de l'intervention contre Kadhafi et la Libye, il y avait déjà cette notion-là de guerre préventive qui avait été avancée. On sait ce qu'il en est, c'est un désastre moral, militaire et évidemment géopolitique. Ouais. On parle beaucoup du programme nucléaire iranien depuis le début. C'est vrai que ça a l'air d'être un élément central pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer là entre Israël et l'Iran. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce programme nucléaire et de la manière dont il est entre guillemets instrumentalisé par Israël pour justifier ses attaques? Oui, alors les plus jeunes s'en souviendront peut-être pas, mais ça fait 20 ans qu'on nous rebat les oreilles avec le programme nucléaire iranien, l'Iran étant supposément doté de la bombe nucléaire, la bombe atomique dans les mois ou les jours qui viennent. Ça fait 20 ans qu'on les attend, qu'on l'attend chaque mois. Alors, ce qu'il en est exactement, ça tombe bien parce que j'ai fait un papier pour le journal de demain que vous pourrez lire dès ce soir sur le web. Pour tu ceux qui oublies sont toujours abonnés. que les articles sont d'abord sur le web avant qu'ils soient publiés. Non, sur j'y ai pensé. C'est ce que je t'ai appris la dernière fois. Ouais, exactement. Et donc sur justement la réalité de ce programme nucléaire iranien. Alors, c'est un programme en fait qui a été lancé à la fin des années 50 avec l'aide des États-Unis, puisqu'évidemment sous le régime du Shah, l'Iran était un allié très très étroit des États-Unis. Il a été abandonné pendant quelques années, il a été relancé déjà dans les années 80 après la révolution islamique. Alors, depuis 20 ans, qu'est-ce qu'il en est ? On sait qu'il y a plusieurs sites d'enrichissement d'uranium. Il y a environ au moins 6 sites qui sont dans des installations nucléaires en Iran. Et ils disposent eux-mêmes de mines d'uranium. C'est important de le signaler aussi parce que, par exemple, ils sont presque autonomes dans la fabrication. Voilà, exactement. La France, par exemple, doit importer son uranium. On sait que c'est ça a beaucoup de conséquences géopolitiques. L'Iran en dispose. En gros, aujourd'hui, ce programme-là, il a abouti à du nucléaire civil aussi. Il y a 2 centrales nucléaires aujourd'hui, l'une en construction, l'une déjà en activité. Donc c'était ça, mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le programme militaire, nucléaire militaire. On sait que là, l'AIEA, donc l'Agence internationale à l'énergie atomique, qui mène les inspections, puisque l'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Elle l'a signé dès le début, en 1970. Je rappelle qu'il y a 3 pays dotés de l'arme nucléaire qui n'ont pas signé ce traité, c'est l'Inde, le Pakistan et Israël. Donc l'Iran, lui, se soumet à ces inspections, avec plus ou moins de bonne volonté, en cachant certaines choses, c'est évident. J'ai encore sous les yeux une note, juste je vous la sors, parce que c'est un document de l'AIEA que je lisais tout à l'heure, tout est public sur le site de l'AIEA, je vous invite à aller voir, c'est très intéressant. Donc c'est une résolution adoptée le 12 juin dernier. Donc on voit sur les conséquences. Et en gros, le Conseil des gouverneurs, qui est l'instance dirigeante de l'AIEA, dit on constate avec regret que l'Iran n'a pas fourni la coopération qu'exige son accord de garantie, qu'elle ne fournit pas à l'agence d'explications techniquement crédibles sur la présence de particules d'uranium d'origine anthropique. Donc évidemment, en langage technique, c'est de l'uranium enrichi à des fins militaires. Donc n'a pas déclaré des matières nucléaires et les activités liées au nucléaire dans 3 emplacements non déclarés. Donc le fait que l'Iran ne respecte pas toutes ses obligations en matière de ce qu'on appelle donc les garanties TNP, donc les garanties du traité de non-prolifération nucléaire, c'est une chose qui est véridique, que tout le monde sait. Il suffit de taper trois mots sur le site de l'AIEA. De là ensuite, évidemment, à en faire un élément pour attaquer le pays. On sait que c'est évidemment une instrumentalisation guerrière. Ça, c'est une évidence. Tu parles donc du fameux TNP, de la non-prolifération. Peut-être faire un point. La non-prolifération, c'est en gros les États qui s'engagent à dire on arrête de développer l'arme nucléaire. Est-ce qu'on pourrait résumer ça comme ça ? Oui, alors c'est assez compliqué parce qu'effectivement le traité lui date, il a été d'abord établi en 68 et ensuite ouvert vraiment officiellement promulgué dès 70. Il était dans le cadre de la guerre froide et puis à l'époque il n'y avait pas autant de puissance nucléaire, donc l'idée c'était d'éviter justement une prolifération mondiale. On voit que ça ne l'a pas empêché dans une moindre mesure, enfin en tout cas dans une certaine mesure, puisque d'autres pays se sont dotés de l'arme nucléaire, je pense notamment à l'Inde, au Pakistan, la Corée du Nord aussi. La Corée du Nord s'est retirée
du TNP. Elle a été signataire un temps et elle s'est retirée ensuite, je sais pas, il y a 20 ou une vingtaine d'années, je sais plus exactement. Donc voilà, il y a ça. Et à côté de ça, il y a l'accord de Vienne qui a été signé en 2015 à l'époque, justement entre l'Iran, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine, la Russie, si je me plante pas, enfin ce qu'on appelle le groupe 5+1. Ce sera dans le fameux article qui sera publié ce soir sur le site. Et donc cet accord de Vienne prévoyait justement une négociation et un accord entre l'Iran et les autres, on va dire les grandes puissances, avec une surveillance et une application de ces garanties TNP, et en échange, les grandes puissances levaient les sanctions contre le pays, notamment les sanctions économiques. Cet accord, il faut s'en souvenir, le premier qui l'a dénoncé et qui s'en est retiré, c'est Donald Trump en 2018. Voilà. Donc l'Iran ne s'est plus senti tenu de rendre compte obligatoirement, comme il s'y était engagé. La position de la France et d'autres pays a toujours été de revenir au terme de l'accord. Et donc tu disais, Israël n'est pas signataire de ce traité de non-prolifération. Donc Israël est détenteur, c'est une puissance nucléaire. Oui, mais pas officiellement. Pas officiellement. L'Iran également. Non, l'Iran n'est pas un État détenteur de l'arme nucléaire. Même officieusement, non, l'Iran ne dispose pas aujourd'hui de la bombe nucléaire. Vraiment, ça, faut l'établir parce que c'est quelque chose qui est qui parfois colporté et c'est une erreur. On le voit encore dans des reportages, y compris dans n'importe. Il y avait un reportage dans le journal ce matin d'une habitante d'Israël qui pensait que, en gros, l'Iran disposait de centaines d'ogives nucléaires. Il dispose aujourd'hui de 400 kilos d'uranium enrichi à hauteur de 60%. Ça, c'est aussi les chiffres de l'AIEA. 60%, il faut savoir que pour faire une bombe nucléaire, il faut au moins 90%. Le taux d'enrichissement de l'uranium. Donc, ils y sont pas, même s'ils avancent évidemment vite. Et après, il n'y a pas que ça. Après, une fois que tu as une bombe, il faut déjà savoir la faire exploser et ensuite la lancer. Et puis ensuite, en plus, il faut avoir l'intention de la lancer, ce qui est loin d'être prouvé pour l'instant. Tu commençais à parler du traitement médiatique, notamment avec des fausses informations sur l'Iran qui serait détentrice de l'arme nucléaire, ce qui n'est pas le cas. Je voudrais revenir aussi sur le traitement médiatique, puisque donc on a évidemment parlé des bombardements d'Israël sur l'Iran qui ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. L'Iran qui a... Pas évidemment, mais l'Iran qui a riposté, qui a aussi bombardé Israël et notamment Tel Aviv. En faisant un petit tour sur les réseaux sociaux, en faisant un petit tour dans les médias, on voit énormément d'images, d'ailleurs très impressionnantes, souvent des pluies de missiles qui pleuvent sur Tel Aviv, avec des témoignages de personnes d'Israéliennes qui expliquent l'angoisse dans laquelle elles vivent, etc. On voit pas tellement... l'inverse, c'est-à-dire on voit assez peu de reportages en Iran et d'images des missiles qui tombent sur l'Iran. Est-ce que tu as le même constat? Et si oui, comment on explique ce biais journalistique, cette différence, ce traitement médiatique différentiel? Ce traitement médiatique et ce biais, en fait, on le retrouve dans énormément de conflits. C'est vraiment quelque chose de courant. Là, il s'explique, à mon avis, pareil, par deux points. Un point vraiment pragmatique. Il y a quasiment pas de journalistes occidentaux en Iran. Il y en a très peu à Téhéran. Donc, il y a des images et il y a des informations, mais il faut aller les chercher sur les médias iraniens ou de la zone ou Al Jazeera, des choses comme ça, qui apportent il faut toujours regarder tous les médias avec un œil critique, bien sûr, et ceux-là peuvent apporter des éléments d'information qui sont très intéressants. Ensuite, l'autre point chez nous, pourquoi évidemment on l'aura pas, c'est que pour le coup, à contrario, il y a énormément de journalistes en Israël, que ce soit à Tel Aviv ou à Jérusalem. Moi-même, j'y étais au lendemain du 7 octobre quand on y était allé pour le journal. C'était un peu la porte d'entrée et on était là, en plus à Tel Aviv, au moment où le Hamas lançait des roquettes sur la ville. La différence d'ailleurs, c'est que c'est pas par rapport au dôme de fer, le fameux dôme de fer, parce qu'on voit beaucoup d'images de ça. C'est impressionnant que les missiles quasiment qui s'arrêtent tous. Alors le dôme de fer n'est pas prévu pour des missiles, plutôt pour des roquettes, c'est-à-dire les armes du Hezbollah ou du Hamas. Des missiles balistiques dont dispose, alors assez peu, mais dont dispose quelques-uns l'armée iranienne, c'est pas la même chose. Et là, le dôme de fer ne suffit pas. Ils ont d'autres programmes avec l'aide des États-Unis, bien sûr.
C'est eux les spécialistes. Les États-Unis, leur avance technologique, notamment, c'est dans l'interception de missiles. Donc tu dis que pour principalement expliquer cette différence de traitement, c'est essentiellement pour des raisons pratiques, pragmatiques, du peu de journalistes en Iran et du oui, fort alors, taux de pardon, journalisme. j'ai oublié effectivement, il y a le côté pragmatique, mais il y a le côté idéologique. T'as raison, merci. Oui. J'avais peur qu'on continue comme ça. Non, il y a le côté idéologique, c'est qu'évidemment, on consière Israël comme nos alliés et comme des Occidentaux dans la région. Donc évidemment, on va beaucoup plus montrer et s'émouvoir on va dire de ce qui touche la population israélienne. Moi, je voudrais juste préciser que nous, du coup, à l'UMA, notre boussole, c'est toujours de se battre pour les conséquences, enfin contre les conséquences mortifères pour les populations, que ce soit du côté israélien ou iranien. Pour la paix, globalement, on se bat pour la paix et la justice. Non, mais il faut le rappeler parce que évidemment que quand des fois on va déjà entendre des bêtises absolues du genre. Tu peux dire des gros mots. Alors vous défendez le régime des mollahs? Non, on ne défend pas le régime des mollahs. On a même des camarades qui se battent contre depuis des décennies. Donc mollo les mollahs. Non mais c'est bien. Une petite mise au point nécessaire. Je me rends pas bien compte. Est-ce que parce que je continue à parler, moi ça me va, mais est-ce que nos invités sont là ou pas? Ok, on a encore un peu le temps. Peut-être pour une dernière question. Soit on part sur le régime iranien. Est-ce que tu as envie un peu de développer cet aspect-là ou est-ce que tu l'as fait suffisamment? On l'a fait un petit peu tout à l'heure. Juste, on l'a fait au niveau extérieur. Donc on a dit que ce qu'on appelle le glacis en géopolitique iranien est franchement érodé. Le glacis? Oui. Le glacis, c'est un terme qui date de la guerre froide notamment, puisque c'était après la Seconde Guerre mondiale, la Russie considérait c'est un terme qui vient de la Russie, qu'il fallait un glacis, c'est-à-dire une espèce de zone de tampon protection. C'est d'ailleurs la cause aujourd'hui de la guerre en Ukraine. La Russie estime que son glacis a été entamé, on va dire. Donc l'Iran est affaibli sur le plan géopolitique et dans la région, avec donc notamment le Hezbollah qui a été quand même très affaibli aussi après les attaques d'Israël, le Hamas évidemment, les Houthis du Yémen, mais qui eux poursuivent quand même un agenda plus on va dire à eux, local, yéménite. Et ensuite, il y a la question interne. Il ne faut pas oublier qu'il y a seulement 3 ans qu'il y avait les grandes manifestations Femmes, Vie, Liberté qui ont vraiment ébranlé le régime, qui ont été réprimées dans le sang, on le sait. Et aujourd'hui, l'Iran est aussi affaibli économiquement. Donc, évidemment que ce qu'il se passe et les attaques israéliennes sont une humiliation pour l'Iran. Mais paradoxalement, évidemment, ces attaques-là pourraient conduire à un resserrement, à ressouder, pas la population entière, mais en tout cas une partie de la population autour du régime. Parce que qu'on soit pour ou contre le régime des mollahs, même en tant qu'Iranien, dans tous les cas, on n'est pas disposé à être bombardé par un pays voisin, voisin ou de la région. Peut-être je prends une dernière question du chat. Quel risque d'une entrée de la Russie dans cette guerre? Aucune. Bah voilà, comme ça aucun, pas de risque. Non. Alors Trump a même évoqué Poutine comme possible médiateur entre l'Iran et Israël. On croit rêver. Trump est le cela dit, non, mais c'est pas. Alors, le seul truc qui est pas idiot, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si plus personne ne parle à l'Iran, effectivement, le seul qui pourrait servir de médiateur et permettre de parler au régime iranien, c'est Poutine. Parce qu'on sait qu'il est assez proche. Mais il est bien possible que beaucoup d'autres médiateurs puissent... Mais médiateurs de quoi? Parce qu'évidemment, c'est la question là... La paix à quel prix exactement. Donc, voilà, c'est sûr que c'est pas... Ça me paraît pour l'instant compliqué. Quelle médiation, sur quelle base?